Vous voulez savoir comment on réalise une pyramide écologique, que ce soit pyramide de la biomasse, pyramide d'énergie ou pyramide de nombre, ainsi comment calculer le rendement et tirer des conclusions. Regardez cette vidéo. Heureux de vous retrouver mes chers élèves sur votre chaîne SVT sur tableau noir. Donc on va commencer l'exercice. Le tableau suivant présente des valeurs approximatives, ça veut dire des valeurs estimées de la biomasse. Bio, c'est relative à l'être vivant. La masse, vous connaissez ce que ça veut dire la masse. Donc, la masse d'un être vivant s'appelle la biomasse. Et de l'énergie d'une chaîne alimentaire. Donc, nous avons les êtres vivants, leur masse s'appelle biomasse, de temps, de phytoplancton, zooplancton et de sardines. Les phytoplanktons, ce sont des petites plantes qui vivent en suspension. Donc phyto, ça veut dire plante, plancton, ça veut dire ils vivent en suspension. Donc par exemple, l'argile, il est en suspension. Les particules d'argile ne sont ni en haut, ni en bas, donc ils sont en suspension. C'est la même chose pour ces êtres vivants qui vivent en suspension dans la mer. Et puisqu'ils appartiennent aux plantes, on les appelle phytoplancton. Zooplancton, c'est la même chose, donc, mais il s'agit ici de espèces animales. Zoo, ça veut dire animal. Plancton, ce sont des organismes animaux qui vivent en suspension. Donc on commence maintenant. La première question, c'est reconstituer la chaîne. Donc on va reconstituer la chaîne parce qu'elle n'est pas dans l'ordre dans le tableau, et donner le niveau trophique de chaque maillon. On va essayer de donner ce qu'on appelle le niveau trophique, ça veut dire l'emplacement qui occupe l'être vivant dans la chaîne alimentaire. Donc quel est son emplacement dans la chaîne alimentaire. Donc pour reconstituer cette chaîne alimentaire, soit je me base sur la biomasse et je commence par la masse la plus élevée, puis la masse suivante, ou bien je me base sur mes connaissances. Donc je sais que les phytoplanctons, ce sont des organismes végétaux. Donc obligatoirement la chaîne alimentaire doit commencer par les végétaux qui fabriquent de la matière organique à partir de matière minérale à l'aide de l'énergie lumineuse via le phénomène de photosynthèse. Donc les phytoplanctons sont le premier maillon de cette chaîne. Après les phytoplanctons vient les zooplanctons. C'est le deuxième maillon de cette chaîne alimentaire, puis le sardine, et enfin on termine par le thon. Donc maintenant cette chaîne alimentaire, elle commence par phytoplancton mangé par le zooplancton mangé par le sardine, et le sardine mangé par le thon. Donc ces flèches, elles traduisent le transfert de la matière et de l'énergie à partir du premier maillon, le phytoplancton, jusqu'à le dernier maillon qui est le thon. On va maintenant donner le niveau alimentaire de chaque maillon. Donc le premier maillon, il appartient au producteur car il produit de la matière organique à partir de la matière minérale. Et puisque les zooplanctons sont les premiers consommateurs de la matière organique, on les appelle consommateurs 1. Et je mets C1, ça veut dire consommateur 1, ici consommateur 2, ici consommateur 3. On passe maintenant à la deuxième question. En utilisant l'échelle adéquate, construisez la pyramide de la biomasse et d'énergie. Donc on va essayer de choisir une échelle adéquate, ça veut dire une échelle convenable, et on va essayer de construire la pyramide de la biomasse et pyramide de l'énergie. Ces pyramides, on les regroupe dans les pyramides écologiques. Et la pyramide, c'est une représentation graphique de niveau trophique. Niveau trophique, producteur, consommateur 1, consommateur 2, consommateur 3, etc. Sous forme de rectangle, nous avons ici des rectangles superposés dans la longueur de rectangle, et elle est proportionnelle aux paramètres étudiés qui peuvent être soit la biomasse ou bien l'énergie ou bien le nombre des individus, mais la hauteur doit être
constante. L'objectif de cette pyramide, il nous permet de comprendre le flux de matière, le passage de matière, le transfert de la matière et de l'énergie à l'intérieur d'un écosystème. Donc on va choisir une échelle. Donc nous avons ici le temps, le phytoplancton, zooplancton et sardines. Donc on choisit une échelle qui va être convenable avec la taille de la feuille, du cahier. Donc nous avons ici 1000, donc le premier rectangle qu'on va construire, c'est un rectangle de 1000 kg. Donc on va choisir pour ces 1000 kg, on va choisir 10 cm qui est la valeur convenable à 1000 kg. Donc l'échelle sera 100 kg pour chaque centimètres. On a simplifié par 0. Donc le premier rectangle qu'on va réaliser, c'est un rectangle de longueur 10 cm et de largeur, on prend en général 1 cm pour tous les rectangles. Donc je commence à réaliser le premier rectangle. Donc ici, largeur 1 cm et longueur 10 cm. Je choisis la moitié du rectangle, ça veut dire 5 cm, et je fais ce trait-là pour construire le deuxième rectangle qui doit être à la moitié de ce rectangle. Donc la deuxième valeur que nous avons 250 kg. Donc pour obtenir combien de centimètres, je dois multiplier 250 fois 1 divisé par 100. Donc j'obtiens 2,5 cm. Donc le deuxième rectangle, sa base doit être 2,5 cm. Donc je dois tracer un rectangle au centre ici de 2,5 cm. Donc ici le deuxième rectangle, c'est le rectangle de consommateur 2. Consommateur 2. Ici nous avons producteur, ça veut dire le phytoplancton. Phytoplancton, zooplancton, troisième rectangle. La troisième valeur que nous avons, c'est donc 37 kg. Ici 37 kg. 37 fois 1 divisé par 100, j'obtiens 0,37 cm. 0,37 cm égale 3,7 mm, c'est à peu près 4 mm. Donc je dois réaliser au centre ici à peu près 4 mm. 3,7, il est proche à 4. Donc la dernière valeur c'est 3,7 correspond à quoi? 3,7 multiplié fois 1 divisé par 100, j'obtiens 0,37. Donc c'est une valeur très très faible. Donc je fais un trait ici au centre, c'est le consommateur 3. Ici le consommateur 2. Donc maintenant, on passe à la réalisation de la pyramide de l'énergie de la même manière que la pyramide de la biomasse. Et aussi, si nous avons les données de nombre d'individus, on réalise la pyramide de nombre de la même manière. Donc on choisit une échelle. Donc la plus grande valeur que nous avons, c'est 20 810. La valeur la plus proche de 20 810 est facile à manipuler, facile au calcul, c'est 20 000. Donc 20 000 correspond à 10 cm. Donc l'échelle sera 2000 pour 1 cm. On a simplifié par 0. Donc on fait la règle de 3. 20 810 multiplié fois 1 divisé sur 2000. On obtient 10,40 cm. Donc la première rectangle qu'on va réaliser doit être de longueur de 10,40 cm. Donc ici 10 cm, 4 mm
vous faites le dessin sur votre cahier. La deuxième valeur, c'est 3368. Donc multiplié fois 1 divisé sur 2000, on obtient 1,68. Donc la base de deuxième rectangle, c'est 1,6 à peu près, ou bien 1,7. Et je dois mettre le rectangle au centre. Toujours faire des rectangles superposés et centrés. Troisième valeur, c'est 383 multiplié fois 1 divisé sur 2000, on obtient 0,19 cm. C'est à peu près 2 mm. Donc ici, je fais 2 mm dans le cahier, bien sûr. Donc la dernière valeur, c'est 21 multiplié fois 1 divisé sur 2000. On obtient 0,01 cm. C'est une valeur très très faible. Donc on fait un trait pour schématiser le dernier maillon qui est le temps. On passe maintenant à la troisième question, c'est calculer le rendement de la biomasse entre les producteurs et les trois niveaux de la pyramide. Donc on va essayer de calculer le rendement entre le producteur et ces trois niveaux. Ça veut dire entre le producteur et C1, producteur C2, producteur et C3. Et on va calculer le rendement énergétique global de cette chaîne. Le calcul de le rendement énergétique global, on le calcule par cette relation-là. Le rendement global, valeur du dernier maillon, ça veut dire le dernier maillon c'est le temps, sur la valeur du premier maillon c'est les producteurs, multiplié fois 100. C'est le rendement global. On peut le calculer soit pour la biomasse ou bien l'énergie. Aussi le calcul de rendement, si il nous demande de calculer le rendement uniquement, ça veut dire entre un maillon et un autre maillon. Donc on fait la valeur du maillon supérieur sur la valeur du maillon inférieur. Par exemple ici, si il nous demande de calculer entre le C1 et producteur, on fait la valeur de C1 divisé sur la valeur des producteurs multiplié fois 100. Donc maintenant je vais vous faire le calcul sur le tableau et je reviens pour vous expliquer les résultats obtenus. Ici j'ai fait le calcul de rendement de la biomasse, donc on s'intéresse uniquement aux valeurs de la biomasse entre producteur et C1. Donc la première valeur qu'on a calculée, c'est la valeur entre producteur et C1. Donc on fait le calcul, la valeur du maillon supérieur sur la valeur du maillon inférieur multiplié fois 100. Donc entre P et C1, la valeur du maillon supérieur c'est 250 divisé sur 1000 multiplié fois 100, on obtient 25%. C'est le rendement entre P et C1, on l'appelle R1. Deuxième rendement, c'est rendement entre P et C2, c'est entre producteur et C2. On fait toujours la valeur du maillon supérieur divisé sur le maillon inférieur, donc 37 divisé sur 1000 multiplié fois 100, on obtient 3,7. Le dernier rendement, c'est entre P et C3, C3 c'est le temps, donc on fait 3,5 la valeur du maillon supérieur divisé sur la valeur du maillon inférieur multiplié fois 100, on obtient 0,37%. Maintenant le rendement énergétique global. Et puisque c'est un rendement énergétique, on s'intéresse aux valeurs de l'énergie. On fait la valeur du dernier maillon, c'est le temps divisé sur la valeur du premier maillon, c'est le phytoplancton. Ici, le rendement global de l'énergie, on s'intéresse aux valeurs de l'énergie. Donc la valeur du dernier maillon, c'est 21, divisé sur la valeur du premier maillon, c'est 20 810, multiplié fois 100, on obtient 0,1
Ici, c'est le rendement global de l'énergie. Vous remarquez ici que le rendement entre P et C3, c'est un rendement global de la biomasse. Car on a fait le calcul entre le premier maillon et le dernier maillon. Donc, c'est un rendement global de la biomasse. On passe maintenant à la quatrième question. Comment expliquer l'évolution des rendements d'un niveau trophique à un autre? Donc, on remarque qu'il y a une diminution de rendement de la biomasse en passant du producteur jusqu'à le dernier consommateur. C'est-à-dire que le premier consommateur C1 ne bénéficie que de 25% du producteur, de la masse du producteur, et C2 ne bénéficie que de 3,7% de producteur, et le dernier consommateur C3 ne bénéficie que de 0,37% de la matière du producteur. Donc il y a une diminution de rendement, et cette diminution, on peut l'expliquer par lors du passage d'un niveau à un autre supérieur. Donc il y a un flux de matière et de l'énergie. Il y a une partie de la matière et de l'énergie qui passe du producteur jusqu'au consommateur 1, et une partie de consommateur 1 passe vers le consommateur 2 et consommateur 2 vers le consommateur 3. Mais ce passage de la matière et de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le flux de matière et de l'énergie, accompagné d'une perte. Il y a une partie perdue lors du passage d'un niveau à un autre. On peut expliquer cette perte de matière et de l'énergie par le phénomène de la respiration. Ça veut dire lorsque le consommateur 1 consomme une partie du producteur, cette partie consommée, elle est utilisée lors de la respiration pour produire de l'énergie qui sert à des activités biologiques pour C1. Il y a une partie non utilisée. Le premier consommateur ne consomme pas totalement le producteur. Par exemple, lorsqu'on consomme ce qui est végétal, on laisse les racines, on laisse les parties que ne consomme pas. On ne consomme pas tout l'oiseau, par exemple. Donc on laisse les os, les plumes. Donc on appelle cette partie une partie non utilisée. Il y a une autre partie, ce qu'on appelle la partie non assimilée. Ça veut dire elle est utilisée, mais elle est sécrétée sous forme des excréments. Donc chaque niveau trophique ne bénéficie pas totalement de toute la matière du niveau trophique qui le précède. Il y a une partie utilisée pour produire l'énergie aux activités, ça veut dire perdue sous forme de respiration. Il y a une partie non utilisée comme les racines, les os, les plumes, et une partie non assimilée, c'est ce qu'on appelle par exemple les excréments, sont parties utilisées mais excrétées. Cinquième question, c'est est-ce que la chaîne alimentaire peut être constituée d'un nombre infini de réseaux trophiques? Donc, est-ce que la chaîne alimentaire peut être constituée d'un nombre infini de chaînes alimentaires? Bien évidemment non, parce qu'il y a une diminution de la matière et de l'énergie lorsqu'on passe d'un niveau à un autre plus supérieur. Par exemple, de quoi il bénéficie C1 du producteur? C'est uniquement 0,1% de l'énergie. On termine l'exercice par ce schéma qui nous permet de comprendre le flux de matière et de l'énergie. Donc le schéma suivant représente le flux de matière. Ça veut dire le passage, le transfert de la matière et de l'énergie à travers tous les maillons de la chaîne alimentaire. Donc la dernière question que nous avons, déduisez la source d'énergie et de la matière organique, et on va compléter le schéma en donnant les noms à ces abréviations que nous avons ici dans le document. La source d'énergie dans l'écosystème, c'est l'énergie qui provient du soleil, donc l'énergie lumineuse
provient du soleil. Et la source de la matière, c'est les producteurs. Donc les producteurs sont les premiers qui fabriquent de la matière organique à partir de substances minérales via le phénomène de photosynthèse. Donc la matière organique, la première matière organique produite par ce phénomène de photosynthèse, on l'appelle productivité brute. C'est l'ensemble de matières organiques produites par le phénomène de photosynthèse. Et puisque les végétaux aussi respirent, ils ont besoin de l'énergie pour leur activité, par exemple les échanges cellulaires, il y a une partie perdue par ce phénomène de respiration, il reste une productivité nette. Et la productivité nette, c'est la productivité brute moins la partie perdue par la respiration. Une partie de la productivité nette est utilisée par les consommateurs d'ordre 1 pour fabriquer de la matière organique. Les consommateurs d'ordre 1, ils augmentent de volume, ils se développent en augmentant de taille et de masse. Donc les consommateurs d'ordre 1, ils ont une productivité secondaire 1. Et il y a une partie de productivité nette comme les racines n'est pas utilisée, on l'appelle partie non utilisée. Une autre partie utilisée par les consommateurs d'ordre 1 pour produire de l'énergie par le phénomène de la respiration. Donc les êtres vivants qui sont les consommateurs, ils ont besoin de l'énergie, le mouvement, etc. pour assurer leurs activités quotidiennes. Il y a une autre partie non assimilée. Ça veut dire il est consommé mais sécrété et libéré sous forme des excréments. Donc c'est une partie non assimilée. Elle est consommée mais elle sort sous forme des excréments. On passe au consommateur d'ordre 2. Il a une productivité secondaire 2. Lui aussi, il assure leur activité énergétique par le phénomène de respiration. Aussi, le consommateur d'ordre 2 ne consomme pas toute la totalité du consommateur 1. Il y a des parties non consommées comme les os, les plumes des oiseaux, etc. Donc, il y a une partie non utilisée. Et enfin, il y a une partie consommée mais non assimilée. Ça veut dire libérée, par exemple, sous forme des excréments. Les deux parties non utilisées et non assimilées, il est décomposé par les micro-organiques qu'on les appelle les décomposeurs qui décomposent cette matière organique en matière minérale qui, par la suite, peuvent être utilisés par les végétaux chlorophylliens à nouveau. Et on a parlé déjà d'un cycle de la matière. Donc ce schéma, il nous montre qu'il y a un flux de matière, un passage de matière, un transfert de matière et de l'énergie à travers les maillons d'une chaîne alimentaire accompagnée d'une perte. Et cette perte, il s'agit d'une partie perdue par le phénomène de respiration, partie non utilisée, partie non assimilée. Vous avez ici dans le document une partie R plus F. R, c'est la respiration, dégradation de la matière organique en présence de l'oxygène pour libérer de l'énergie. F, c'est un autre phénomène de dégradation de la matière organique, mais en absence d'O2. On appelle ce phénomène, c'est le phénomène de fermentation. Il ressemble à la respiration, c'est-à-dire dégradation de la matière organique, mais en absence d'oxygène. Ces deux phénomènes, respiration et fermentation, vous allez le voir en baccalauréat, qui sont deux phénomènes de dégradation de la matière organique, respiration en présence d'oxygène, fermentation en absence d'oxygène. Le proverbe de cette science, c'est « au besoin, on connaît l'ami ». Donc à la séance prochaine, Inch'Allah.